qu'on avait un peu partout. Donc quand on partait de Goma vers Bukavu, on n'avait pas besoin de plusieurs tonnes, parce qu'un peu tout était partout. Et à manger, n'en parlons même pas. Nous, à l'ouest et là-bas, nous vivons des importations. On a besoin de tonnes et des tonnes de produits qui viennent du Congo central. Donc on a besoin de routes et de véhicules de 40 tonnes. Il faut macadamiser. Donc les besoins liés à la population qui a augmenté exigent qu'on macadamise, parce que le gros transporteur doit passer sur ces routes pour véhiculer les volumes importants de marchandises correspondant à la population qui a été multipliée par 8. Et dans 20 ans, nous serons 250 millions. Nous devons faire très attention. Aujourd'hui, nous sommes 50 habitants au kilomètre carré. J'ai arrondi, hein, on est à 44. Je parle de la moyenne nationale. Et on va passer à 100 habitants au kilomètre carré. Vous, ici, vous êtes plus ou moins dans le recul, vous approchez les 100 habitants au kilomètre carré. Les Rwandais sont 500 au kilomètre carré. C'est pourquoi ils veulent vous envahir. Je pense que nous en parlerons. Ils ne peuvent pas, et surtout que c'est un peuple d'éleveurs. Ils ont besoin de plus d'espace que nous qui ne sommes pas éleveurs. Ils sont déjà 500 km². Dans 10 ans, ils seront peut-être 100 ou 120 parce qu'ils ils procréent plus que nous. C'est paradoxal, nous qui avons la terre. Donc, vous êtes déjà à 100, 120 habitants au kilomètre carré. Dans les sud cuves, un peu moins. Mais chez nous, à l'ouest, il y a des provinces de 20 habitants au kilomètre carré, de 30 habitants au kilomètre, même de 15 habitants au kilomètre carré. Donc, en tant que peuple, vous avez plus ou moins un espace qui vous permet d'être à 50 au kilomètre carré. Nous pouvons même diviser le Congo par deux, en disant, nous partageons la moitié, 120, 1 200 000 km², nous sommes 120 aussi. Chaque Congolais aura un hectare à lui, en attendant la partie qui sera laissée pour l'écologie, pour l'agriculture. Chaque Congolais a droit à un hectare. Si vous êtes 10 ici, chacun a 5 enfants. Chaque enfant aura un hectare. Sans qu'on touche à l'autre moitié. Nous sommes 2 fois à l'Angola en superficie, 2 fois à l'Afrique du Sud. Oui, donc c'est un peuple, nous sommes gâtés par nos ancêtres, par Dieu, mais sous nos ancêtres qui se sont mis ensemble avec l'opposé pour créer cet État qui à l'époque était appelé État indépendant du Congo. Effectivement, nous ne sommes pas nés comme colonie, comme la plupart des pays africains. Nous sommes nés comme État souverain. Sauf que notre souveraineté internationale était gérée par un étranger qui était un roi, en accord avec nos rois ici. Il a pris nos terres et a donné à nos rois quelque chose pour la chasse, la pêche. Mais quand nous l'avons chassé à travers la Belgique, parce qu'après il nous a cédé à la Belgique, nous avons retrouvé nos terres. Mais ces terres-là, nous n'en jouissons pas pleinement parce qu'elles sont considérées comme appartenant à l'État. D'où la révolution que je propose pour que les terres retournent aux communautés locales, qu'on leur donne des titres, qu'ils aient des certificats d'enregistrement pour les hectares qu'ils ont, qu'ils négocient avec qui ils veulent, mais en respectant le fait qu'ils sont que des sujets de leurs sujets. Je ne sais pas si vous comprenez quand je dis ça. Vos moines font des sujets de leurs sujets. C'est des travailleurs de la famille. Vous voyez ce que je veux dire? La terre n'appartient pas à un moine. Elle appartient à la communauté dont lui, il est le chef. Vous voyez ce que je veux dire? Donc si nous retrouvons cette terre-là, on peut maintenant négocier avec l'État lui-même qui peut dire ici j'ai fait l'hôpital, sauf si l'État dans l'entretemps prend sa part pour l'hôpital, pour les routes, ainsi de suite, pour certaines forêts à conserver, certaines montagnes dont nous avons besoin pour des raisons écologiques. Mais les communautés retrouveront leurs terres et pourront négocier librement. Même là où il y a occupation rwandaise, les jours où nous reprenons la souveraineté sur ces espaces-là, les terres reviendront juridiquement. Pourquoi je demande qu'on émette des titres, même là où on connaît plus ou moins la superficie, même si c'est l'étranger qui est là, mais c'est notre terre, il l'occupe par défaut le moment venu, quand l'État reprendra sa souveraineté sur cet espace-là. L'occupant choisira de partir ou de laisser, mais à nos conditions. Pour signer un contrat éventuel ou partir. Nous ne sommes pas contre l'étranger pour venir, nous ne sommes pas contre les Libanais, les Angolais et les autres, tous ceux qui peuvent. Mais à condition qu'ils viennent ici comme des gens qui négocient les terres et qui sont ici avec notre accord, en ayant des contrats, par exemple, de 30 ans, 20 ans renouvelables, qu'il exploite en partenariat avec nous, pour qu'on se partage les fruits du travail. Je ne sais pas si ces choses, vous les comprenez. J'ai l'impression que vous me comprenez. Est-ce que vous comprenez? Oui. Vous devez comprendre parce que c'est vous qui allez continuer ce combat. Vous pourriez améliorer
ce que je dis, peut-être que je me trompe ici ou là, mais vous lirez mes tribunes, vous allez améliorer, mais continuer le combat de la libération. Libérer nos terres, nous libérer nous-mêmes. Mais quand nous disons nous libérer, c'est pour que nous soyons souverains chez nous. Et que celui qui vient, il vient en nom d'affaires. Ou en partenaire qui peut acheter la terre, on n'achète jamais la terre. On loue la terre. On appelle concession ordinaire, renouvelable. On est locataire de quelqu'un. C'est très important. Mettez ça dans vos têtes. Bon, voilà, j'ai un peu débordé sur la quintaine. Et je suis prêt à aller avec les autres, suivant les résultats que j'aurai au premier tour, au tour unique, avec l'autre. Moi, je ne fais pas la distinction des personnes. Globalement, je ne fais pas la distinction. Je dis bien globalement. Mais maintenant, quand j'entre dans l'État, je dis qui a quel programme et qu'est-ce que nous pouvons faire comme ça, quelles sont les priorités. S'il est d'accord sur la question des routes, s'il est d'accord avec la question de la terre, si nous sommes d'accord sur la question des rémunérations des hauts fonctionnaires, parce qu'aujourd'hui, le gros de la masse salariale rage les gens d'en haut. Ils ont la moitié de l'enveloppe salariale de l'État, alors qu'ils ne représentent que 20% des personnels de l'État, parce qu'ils sont en haut. Je veux que maintenant, si nous augmentons la masse salariale, qui aujourd'hui est à 2 milliards, qui peut passer à 5 milliards, mais cette masse additionnelle qui vient s'ajouter, nous la donnons aux gens d'en bas, qui sont très nombreux, mais qui ne coûtent pas très cher. Ceux qui sont 20% coûtent 1 000 $, 2 000 $. Ils sont que 20%, mais ils prennent les gros. Ils prennent 80% de la masse salariale. Moi, je veux qu'on inverse la proportion au fur et à mesure. Pendant 5 ans, je n'augmenterai jamais le salaire des gens d'en haut. Mais pendant ces 5 ans, j'augmenterai le salaire des gens d'en bas pour les ramener à un niveau, pour qu'ils aient constituent même les fonds de l'économie. Parce que quand les gens, l'État injecte la moitié de son budget en ressources propres, on paye les salaires qu'avec les ressources propres, pas avec le produit de l'entreprise. Il donne ça à la population. Cette masse salariale circule dans l'économie, féconde l'économie, féconde le travail du pêcheur, de l'agriculteur. Vous allez voir, l'argent va circuler, la production vivrière et autres va augmenter, le bien-être social va augmenter. Mais tout ça doit se faire dans un environnement où il y a des routes. Vous voyez, ici chez vous, vous deviez, si nous avions des routes, nous, on ne mourrait pas de faim là-bas. Parce que ce que je vois comme abondance ici, alors même que vous ne faites pas les champs suffisamment comme vous auriez pu le faire si vous étiez dans une situation de sécurité, et que vous commencez à inonder l'Ouest, mais l'Ouest fait des économies, nous ferions des économies en devises, et nous pourrions nous contenter d'augmenter la masse monétaire pour couvrir. Vous seriez encore plus riche. Parce que qui vous nourrissez ici? Ici, c'est les Rwandais, ils sont petits, ils sont 12 millions. Mais l'Ouest, c'est plus de 100 millions de gens que vous pouvez nourrir, mais pourvu qu'on vous donne des routes. Pourvu que, donc, il y a un programme d'infrastructure de base qui crée la route nationale numéro 1, numéro 2, numéro 3, dont les 2 suivantes doivent passer par rue, vous relier. Vous imaginez même Ben ici, Bukavu, si vous n'avez pas de route, vos frères comment je peux dire, et de Butembo et les autres de Bunia, vous ne savez pas commercer avec eux, moi encore c'est du Kisangani. Et davantage, nous de l'Ouest, là-bas, on meurt de faim. Là-bas, on meurt de faim. Si c'est que vous mangez, j'ai regardé les hommes ici, mais il faut regarder où sont les Quinois, les journalistes Quinois. C'est que vous voyez la mine que vous avez par rapport à eux. Maintenant, ils commencent à attraper un peu de santé. Parce que les gens ne mangent pas du poisson frais, les gens ne mangent pas la pomme de terre. La pomme de terre, c'est un luxe. Lui doit aller à l'intérieur pour manger la pomme de terre. Et cette pomme de terre, au lieu de venir ici, un peu marginalement, elle vient plutôt de l'Europe et nous devons dépenser des euros, des dollars pour acheter la pomme de terre au lieu que nous puissions économiser ces devises-là et que nous puissions acheter en francs congolais en achetant chez vous, en vous donnant plus de travail et aux jeunes et aux mamans ainsi qu'aux adultes. Voilà, donc je suis à votre disposition pour les questions suivantes. L'ordre dispersé, c'est le fait de ne pas être ensemble physiquement dans une coalition où l'ordre dispersé signifie que nous n'avons pas une même vision. Vous ne constatez pas que la dispersion réside dans le fait de la dispersion des idées. Les gens n'ont pas d'idées, les gens ont des partis politiques. Les gens n'ont pas d'idées, ou ils n'ont pas les mêmes idées, surtout s'ils ont des idées. Nous ne pouvons pas nous mettre ensemble tout en étant des adversaires, pour ne pas dire des ennemis. C'est dangereux pour la République.
Vous voyez, quand nous avons fait la Mouka, on n'a même pas donné à Fayoulou un programme commun. On lui a donné un soutien moral, j'allais dire physique, tout simplement. Il n'avait rien de la Mouka comme programme, ni comme candidat président, moins encore comme coalition. Vous connaissez ces programmes? Est-ce que ça doit continuer comme ça, messieurs? Vous êtes un problème, vous, la presse. Parce que partout, vous me posez la même question. Vous voulez qu'on gagne ensemble. On gagne ensemble, mais pour gagner ensemble, il faut être ensemble. Pour être ensemble, il faut avoir une vision commune. Vous ne vous plaignez pas de cette absence de vision partagée. Vous faites partie du problème. Vous faites partie de la même maladie que nous. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que tu connais le programme de M. Katumbi avec ses alliés? Est-ce que d'abord tu connais son programme? Tu connais les chiffrages? Quelles sont les critiques qu'il porte sur la gouvernance de Tshisekedi? C'est le chaos pour ce pays. Peut-être que du chaos peut venir la vie, je ne sais pas. Mais les gens sont pauvres intellectuellement, pardonnez-moi de le dire. Il y a des choses que je ne peux pas dire pour ne pas paraître désagréable, pour ne pas paraître orgueilleux. Il y a un problème. Et vous faites partie du problème. Moi aussi. Les gens ne vous disent pas que nous avons prendre des routes et qu'il faut les construire en combien de temps? Est-ce qu'on peut le faire en 5 ans? Parce que moi, je vois des gens qui ont un problème de 5 ans. On te nomme évêque quelque part, ou je ne sais pas moi, curé quelque part, ils n'ont pas d'église, et tu fais un programme d'1 an pour construire. Tu ne peux pas construire une église en 1 an. C'est 10 ans, tu dois le faire en 10 ans, même si ton mandat est de 2 ans. Tu dois dire que la cathédrale va coûter 1 million, mais tu sais qu'en 2 ans, non. Ton mandat. Donc tu dois donner les plans, le programme de la cathédrale pour le temps que c'est nécessaire, même si ça prendra 20 ans et que tu ne seras plus là. C'est ça pour les Congo. On a besoin de 10 ans pour commencer à sortir du seuil, avoir un seuil critique nécessaire d'infrastructure minimale. Et nous devons donner le coût de ça. Et nous devons dire d'où viendra l'argent. Parce qu'il ne suffit pas de dire j'ai besoin de ça, il faut dire oui d'accord, mais ces besoins-là, vous les couvrez avec combien de moyens et d'où viendra ces moyens? Du salaire, de l'emprunt ou de quoi? Sinon, vous n'êtes pas cohérent. Et ces gens jouent avec ce peuple parce que vous, les journalistes, vous ne vous préparez pas à leur poser des vraies questions. Parce que même là, on va se chamailler avec vous parce que vous voulez que je sois avec des gens dont vous ne connaissez rien. Moi, peut-être non plus, mais au moins j'ai la prétention de dire quelque chose, que ce soit pertinent ou pas, je n'en sais rien. Comment ça? Vous faites partie de la crise. Même pas la crise, hein, parce que la crise, c'est quelque chose qui, comme la fièvre, ça vient, ça part. Ici, ce n'est pas la crise, c'est quelque chose de plus sérieux, de plus structurel. Donc, vous me demandez, l'opposition est malade. L'opposition est malade de ses racines, de son ADN. Beaucoup d'entre nous n'ont pas lutté. Ils ne connaissent pas la phase de remise en question du pouvoir colonial parce qu'ils n'ont pas d'ancêtre de cette lutte-là. Ils confondent la résistance contre un pouvoir et l'opposition en ce que l'opposition, comme alternative, présente un programme alternatif à celui qu'il combat. Je constate que les différents pouvoirs qui se sont succédés en dehors du mais n'ont pas un programme de construction du pays. Ils pensent que le pays est là, il suffit de les faire tourner. Les Congos ne tournent pas, il n'y a pas de moteur. L'un des éléments du moteur, ce sont les routes. Ce sont des aéroports. Ce sont des ports. Ce sont des routes nationales et des dessertes, parce qu'il y a des routes, des dessertes qui sont nécessaires pour que un territoire puisse vivre parce qu'il peut évacuer vers les secteurs, la chefferie, et ainsi de suite. Nous n'avons rien de tout ça. Nos chemins de fer à l'ouest, ici, nous n'arrivons pas à chasser les Rwandais chez nous. Nos pas qui sont forts, même alors, quand ils bénéficient du soutien des puissants qui les arment, qui les soutiennent diplomatiquement, ils ne sont pas forts. C'est parce que nous, on est faibles. Le Congo est trop grand, notre leadership n'arrive pas à maîtriser tout à la fois, mais je crois que c'est progressivement que nous pourrions, et moi je propose qu'on mette en place une armée verte. Dans mon programme et dans mon budget, je propose 1 milliard chaque année pour renforcer. Nous sommes plus ou moins 300 militaires, il faut réduire l'effectif de moitié, renforcer par une nouvelle génération et mettre ici plus ou moins 100 millions qui peuvent assurer les frontières. Nous n'aurons pas besoin de cette armée pour toujours à la frontière. On va réduire quand nous aurons civilisé
les petits Rwandais qui ne représentent que 1% du Congo. Hein. Est-ce que vous le savez? Vous avez déjà réfléchi à ça, monsieur de la presse? Vous savez que le Rwanda, c'est 1% du Congo? 0,01. Nous sommes 2 445. Vous savez, la superficie du Rwanda, c'est combien? Comment? Monsieur le journaliste, vous ne connaissez pas la superficie du Rwanda? 26 000 km. Combien? 26 000. Combien? 26 000. 26 000. Ça représente combien sur 2 millions? J'arrondis 2 millions 600. Parce que je dis 2 millions 345. Ils sont 1 sur 8. Prenez cette superficie, vous la divisez par la superficie du Congo, c'est 1%. Je force, ça peut être 2%. C'est un petit pays qu'on ne peut même pas voir sur la carte. Ce sont des compatriotes africains. C'est parce qu'ils nous malmènent, ils se laissent instrumentaliser. Peut-être parce qu'ils sont très petits qu'on les instrumentalise comme ça. Renforçons notre armée. Réglons les problèmes de sécurité intérieure qui découlent aussi de la pauvreté de nos jeunes qui se font instrumentaliser, qui participent à l'insécurité à l'intérieur du pays et qu'il n'y a pas qu'ici. Peut-être qu'ici c'est plus grave, mais chez nous, à Kinshasa, il y a des délinquants d'une autre forme parce que le milieu est différent. Le système économique à Kinshasa est différent. Nos délinquants sont différents des délinquants d'ici. Mais ici, à l'œil de manière générale, même dans la province orientale où je viens, où il y a des minéraux, ils se font instrumentaliser par des étrangers et quelquefois par des nationaux pour aller creuser ici et là, et puis ils sont sourds d'insécurité. Ils n'ont pas la prétention de faire la guerre au Congo. C'est des compatriotes. Ils ne posent pas un problème de défense pour nous qu'on s'arme pour eux. Il faut tout simplement leur donner à manger, leur donner du travail, et puis les discipliner un peu pour qu'ils reviennent dans le rang. Mais la question essentielle que nous avons, c'est celle de la défense, parce que nous sommes sous-occupés sur certaines parties de notre territoire par les étrangers, dont le Rwanda, qui instrumentalise aussi des Congolais